Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Alors, pour Bana Poto. Bana Poto pe bomoni bien que balobi ba o tuna makaba politique ba finga Kabila rwandais. Oh boye. Bango pe ba amnistie. Lelo ba koyi kozonga ba combattant, muta kosala ba kokanga bango pona makambo wana lisusu ezate. C'est ça le bénéfice ya amnistie mbaloyo. Et ça général mais tanga ce qui n'a rien à loi na ngira tagelo même phrase oyo, ça va dans article 4. Hein? Disposition et lobby yango quand on définit les faits politiques. Batina ba oyo pona ba propos na bango na ba radio, na ba écrit, na ba image, hein? Baza amnistie. Le Congo va mal. Nous apprenons par M. Francis Kalombo, avocat de son État, que les combattants sont amnistiés. Aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est sur base de quoi nous pouvons avoir été amnistiés. Est-ce que nous avons été jugés? Y a-t-il eu un procès contre les combattants dans lequel on les a amnistiés? Cela vous montre le niveau du Congo actuel. Nous avons des avocats qui sont des gens qui ne maîtrisent pas la loi, qui ne maîtrisent pas la loi de leur pays et qui se permettent de sortir des bêtises au micro de certaines chaînes de télévision pour dire que voilà, les combattants peuvent rentrer, l'amnistie c'est aussi pour eux parce qu'ils ont été amnistiés. Avant toute amnistie, ça veut dire qu'une personne aurait d'abord été au préalable condamnée. Or, les combattants n'ont été condamnés de rien du tout parce qu'ils n'ont commis d'abord aucun acte préjudiciable à quiconque au Congo et surtout tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu faire comme méfaits, ils l'ont fait dans les territoires européens. Donc s'il y a bien une juridiction qui pourrait les juger, c'est les juridictions européennes. Donc cela vous montre le niveau des gens qui nous dirigent et qui se prétendent même avocats et en même temps députés. Et par la sortie que je dirais, que je trouve catastrophique de M. Francis Kalombo, je comprends mieux pourquoi est-ce que M. Denis Lessi a été condamné à une lourde peine de prison. Quand vous avez un avocat qui vous représente, qui ne maîtrise pas la loi, vous ne pouvez que être condamné à une lourde peine de prison. Donc ça c'était la petite parenthèse pour les comédies qui se passent au Congo, les comédies des autorités. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Voilà, Papa Henri, bonjour. Bonjour Géno. Aujourd'hui, nous avons 4 points que nous allons développer. Nous allons sans plus tarder commencer par le premier point, affaire Kamere. Pourquoi le pouvoir s'acharne-t-il? Pourquoi cette succession de montages plutôt que de neutraliser politiquement une fois pour toutes? Il faut que tout cela ait l'air d'être cohérent. On ne va pas revenir sur les différentes péripéties de cette affaire, mais il faut quand même remarquer qu'on nous a parlé de cohésion nationale, on nous a parlé de code de bonne conduite, on nous parle d'amnistie, mais dans le même temps, on fait le contraire de ce que ces différentes notions que je viens d'évoquer induisent. Alors, ce qui est encore plus surprenant, c'est que les élections de 2016, c'est dans 30 mois, quasiment, dans 2 ans et demi. Enfin, c'est énorme. Et aujourd'hui, on a un pouvoir dont on sait que son chef ne peut pas se représenter en 2016, mais qui multiplie ce type d'initiatives malheureuses qui n'honorent ni leurs auteurs et qui décrédibilisent l'image du pays à l'extérieur. Et c'est pour ça que je suis assez étonné que il n'y a pas au niveau de la communauté internationale le moindre, j'allais dire, la moindre réaction. C'est assez curieux, c'est comme si on trouvait cela normal. J'ai écrit dans l'un de mes articles sur Radio Mboté, dont je suis le directeur, un article sur la radicalisation des pouvoirs en Afrique. C'est curieux, mais 2014 est effectivement une année où on verra de plus en plus monter en force l'intolérance politique. On va s'en prendre aux opposants, aux journalistes, aux activistes des droits de l'homme, avec un point commun, c'est que tous ceux qui sont à l'origine de ces manœuvres sont en fin de mandat et cherchent par tous les moyens à se maintenir au pouvoir. Et ça, c'est malheureux. Quitte à neutraliser, effectivement, tous les opposants, tous ceux qui sont absolument. les plus gênants.
Tout à fait. Et on ne se cache même plus. On fait les choses, passez-moi l'expression, au lélaï, parce qu'on sait que c'est tellement spectaculaire que les gens n'ont pas le temps de réagir, tout simplement. Et en même temps, ça ressemble plus à une série télé-réalité dans laquelle tout est diffusé en temps réel. Je veux dire, nous avons droit ce dernier jour à toutes les images et en même temps, nous oublions peut-être l'essentiel, l'amnistie du M23 là-dedans. Qui a déjà été adopté, hein. Donc à ce niveau-là, c'est fait. En même temps, mais effectivement, on nous distrait. On peut s'étonner de voir effectivement qu'un mouvement rebelle dont on sait qu'il a pillé, violé, massacré les populations bénéficie de cette amnistie, alors que ceux qui jouent le jeu démocratique sont... Et qui n'ont tué personne. Absolument, sont harcelés, on s'acharne sur eux. Le cas de Caméré, bien évidemment, mais nous avons le cas de Diomi, qui est toujours embastillé, le pasteur Coutinho, et d'autres prisonniers d'opinion, dont le seul crime est d'avoir une liberté de conscience. Alors j'aimerais qu'il y ait un peu de cohérence à ce niveau-là. Nous y reviendrons peut-être un peu plus tard, mais c'est assez surprenant, effectivement, et à titre personnel, je ne comprends pas cet entêtement du pouvoir. Plus inquiétant aussi, c'est la manière dont le pouvoir se saisit de cette affaire. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres urgences, en fait. Nous avons un pays à pacifier, nous avons des activistes, les Makata Katanga, vous avez des groupes armés qui doivent être neutralisés. Non, on vient nous distraire avec une affaire dont on sait qu'elle est montée de toutes pièces et qui ne font pas avancer les choses. Je ne comprends pas. Alors, je veux dire une chose. Oui. La communauté internationale, notamment l'Europe, qui va déballer encore une fois prochainement, le 2 avril, le tapis rouge à M. Kabila, ne ferait-elle pas mieux... Ce ne sera pas le seul, hein, c'est le sommet Afrique. Tout à fait. Voyant ce qui se passe au Congo, c'est quand même triste et les affaires s'enchaînent. Il y en a les unes plus rocambolesques que les autres. Est-ce qu'il n'y a pas... il ne faudrait pas peut-être que l'Occident puisse réagir, on voit qu'ils ont démissionné, il n'y a personne qui réagit. M. Kabila se croit tout permis, même au temps de Mobutu, je reviens en arrière, à l'époque nous avons des ministres qui réagissaient. Il y avait des tiraillements entre l'ancien Zaïre et la Belgique, suite à certaines attitudes, comportements de M. Mobutu vis-à-vis de l'opposition. Et ici, c'est le silence complet, on n'entend personne réagir. Dans le cas de la Belgique, nous avons un début d'explication. Je l'ai expliqué au cours de nos émissions précédentes. Oui. La Belgique essaye de reprendre la main au Congo. Et donc, l'objectif de la Belgique, à cet instant précis, n'est pas de froisser Kinshasa. Donc, je serais tenté de dire que Bruxelles, dans une certaine mesure, ferme les yeux. Bon, mais jusqu'où? Parce qu'il faut bien comprendre que on ne peut pas à la fois se dire disposé à financer un processus électoral et voir que dans le même temps, ceux qui seront amenés à concourir dans ce processus font l'objet de harcèlement. Ce n'est pas normal. Pour la communauté internationale, on est dans le grand classique. Les affaires sont les affaires. Il y a d'autres enjeux qui nous échappent, nous, vous, moi, les Congolais, et qui sont plus importants aux yeux des Occidentaux. C'est continuer de piller les ressources naturelles, obtenir une facilité d'accès aux matières premières, conclure un certain nombre d'arrangements uniquement pour préserver certains intérêts. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, le sort de l'opposition congolaise, les droits de l'homme et le respect qui devraient en découler, ce n'est pas leur problème. Et à ce petit jeu-là, la seule solution pour l'instant, c'est de poursuivre une mobilisation, que ce soit en interne au pays ou à l'extérieur, via une diaspora organisée qui peut sensibiliser les opinions publiques occidentales qui, elles, peuvent faire pression sur leur gouvernement. Si aujourd'hui on devait comparer M. Mugabe à M. Kabila, on dirait que c'est un enfant de cœur. Parce que quand on regarde les méfaits de M. Kabila sur la population et sur son opposition, c'est quand même grave. Vous savez, quand on est prêt à se maintenir au pouvoir, et je l'ai dit aussi la fois passée, il y a peut-être, je pense, et je pense ne pas me tromper à ce niveau-là, il y a certainement des initiatives qui sont prises par des gens qui croient rendre service à Joseph Kabila. Mais il lui appartient à lui, une fois que ces initiatives sont prises, même si ce n'est pas en son nom, de rectifier le tir. Or là, je n'ai pas le sentiment que de ce point de vue-là, le chef de l'État et le sommet de ceux qui l'entourent soient réellement soucieux de rectifier le tir à ce niveau-là. Ça, c'est leur responsabilité. Mais on dit qu'il ne dit rien consent. Oui, et qu'il ne dit rien. Ici, je dirais que peut-être ça arrange monsieur... Oui, Probablement, mais c'est contre-productif.
N'oubliez pas qu'il y a quand même, on peut critiquer les États-Unis, mais ils ont quand même insisté sur le fait qu'il y avait des échéances à respecter. Je pense qu'à un moment donné, lorsque vous avez une sorte d'assurance un peu disproportionnée par rapport aux enjeux actuels, il faut faire très attention. On a vu des gens, pour moins que ça, être éjectés de leur siège parce qu'ils se sont enfermés dans un entêtement suicidaire. Il faut faire très attention avec ça. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire actuellement? Oui. Où est-ce qu'on se dirige concernant M. Kamere dans ce feuilleton qui ne dit pas son nom? Alors, on a bien compris que la volonté du pouvoir est de l'empêcher, coûte que coûte, d'arriver à Goma. Alors, je suis très étonné parce qu'on va devoir inscrire tout déplacement à Goma comme relevant d'une infraction politique. Ce serait quand même le comble. Vous amnistiez des gens qui ont terrorisé la population de Goma, mais vous interdisez à quelqu'un qui n'a que souhaité, en fait, venir au soutien, au chevet, compatir au malheur de ces populations, d'y aller. On voit très bien en réalité où se situe l'enjeu. Vital Kamere est beaucoup plus populaire que Joseph Kabila à Goma, c'est indéniable. Le colonel Mamadou Ndala, qui a malheureusement été assassiné, était beaucoup plus populaire que Joseph Kabila à Goma et ses environs. Est-ce à dire que, en dépit de l'hypothèque de la Constitution qui interdit à Joseph Kabila de se représenter en 2016, il préfère s'assurer que ce ne soit pas Joseph Kabila? C'est une hypothèse de travail. Qu'il ne soit pas candidat pour les élections de 2016. Mais franchement, à 30 mois, prendre le risque de se mettre à dos et l'opinion publique internationale, et les partenaires extérieurs, et l'opinion publique nationale, même si je sais qu'à ce petit jeu-là, le pouvoir n'en a cure, je trouve que c'est un pari très, très risqué. Pour Kamere, ce qui va probablement se passer, on va devoir attendre le dénouement de l'affaire judiciaire qui est en cours, en dépit des multiples pressions. Là encore, nous sommes dans la caricature, mais on ne va pas revenir là-dessus. Il va falloir véritablement que, à ce niveau-là, les autorités congolaises se ressaisissent et essayent de donner une autre image à l'opinion publique nationale et internationale. On ne peut pas dire concertation nationale, cohésion nationale, parler d'amnistie, parler, on y reviendra probablement, code de conduite électorale, si dans le même temps, vous harcelez ceux qui sont censés participer à tout ce processus-là. Nous jetons la faute sur l'Occident et tout ça, c'est très beau, c'est bien. Ah non, mais moi je ne rejette pas la faute sur l'Occident. Souvent, on veut qu'ils réagissent. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons une opposition qui se tait? Dans toutes les langues, elle se tait, elle ne réagit pas. S'il y avait une certaine solidarité entre eux, je crois qu'ils auraient été plus forts et ils auraient pu mettre des cales à M. Kabila pour qu'il puisse faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Je crois que si aujourd'hui M. Kabila fait tout ce qu'il fait, c'est parce que cette opposition aussi ne fait rien, ne représente rien. Je ne généraliserai pas l'opposition comme vous le faites. Oui. Je pense qu'il y a une frange de l'opposition qui reste active. Écoutez, l'UDPS est restée active. L'UDPS et l'UNC n'ont pas participé aux concertations nationales. Depuis que Vital Kamere est harcelé par le pouvoir, on a vu une délégation de l'UDPS aller à sa rencontre pour lui exprimer sa solidarité. On a vu les forces acquises au changement monter au créneau pour apporter sa solidarité. Je note que c'est ce même groupe qui, non seulement a été très critique dans la manière dont la notion de cohésion nationale a été comme ça vendue aux Congolais. Alors on sait très bien que depuis la soi-disant défaite du M23, la cohésion nationale n'est plus à l'ordre du jour. Et donc vous avez par contre, à contrario, d'autres partis de l'opposition qui, eux, ont fait le pari d'aller soutenir la majorité actuelle. Et ça, c'est leur responsabilité. Mais je dirais qu'il y a néanmoins, et c'est peut-être la petite lueur d'espoir qu'il y a des partis comme l'UDPS, je ne suis pas du tout embarrassé de le dire, je le reconnais volontiers, qui montent réellement au créneau pour effectivement rappeler les principes qui devraient s'appliquer et s'imposer à tous. Et il ne devrait pas peut-être rajouter des actions plus spectaculaires et plus... Mais qu'est-ce que vous entendez par action spectaculaire? Des manifestations dans les rues. Mais je sais que... Mais ces manifestations doivent être autorisées. Oui. Bon, si elles ne sont pas autorisées... Il n'y a plus de manifestations depuis longtemps. Hein. Oui, mais il faut pour ça en faire l'autorisation. Je sais qu'en règle générale, la réponse n'est pas positive, mais poser le problème
et pouvoir ensuite tirer les conclusions de la réponse qui pourrait en être donnée, c'est déjà communiquer sur la chose. Nous avons voulu manifester, le commissaire urbain ou le gouverneur nous a refusé. On va où là? On va où? Voilà, mais il faut prendre l'initiative, effectivement. De la même manière que la diaspora peut se mobiliser, comme elle l'a fait si bien d'ailleurs, après le dénouement scandaleux du 28 novembre 2011, monter au créneau lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Je crois que la responsabilité à ce niveau-là est partagée. Deuxième point, signature du code de bonne conduite pour les élections apaisées. L'UDPS n'a pas voulu s'associer à cette mascarade, mais pourquoi les autres partis d'opposition se sont précipités pour signer, notamment le MLC et l'UNC? Alors il y a une précision qu'il faut apporter, l'UNC n'a pas signé. Ça a été confirmé par Vital Kamerhe. Pour le MLC, personnellement je n'ai aucune idée, mais Vital Kamerhe a fait effectivement un démenti formel pour dire qu'ils n'ont pas voulu s'associer à cette mascarade. C'est incompréhensible, on l'a rappelé. Le budget qui a été adopté au début du mois de janvier, il n'y a rien pour les élections, il n'y a rien. Et on trouve quand même des gens de l'opposition qui vont apposer leur signature sur un document qui ne fixe ni calendrier, ni... C'est quand même incroyable à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut inciter cette opposition-là à s'engager aussi imprudemment? J'ai une réponse à cela. C'est la perspective d'être intégré dans le prochain gouvernement. Je ne vois pas d'autre explication. Moi, je dirais que c'est une opposition, mais au service de la majorité présidentielle qui est là. Mais c'est l'opposition qui a participé. C'est sa responsabilité. On n'est pas là pour critiquer. C'est de la politique, finalement. Oui, c'est cette opposition qui a participé aux concertations nationales. La politique ne peut pas tout légitimer. On ne peut pas toujours dire c'est ça la politique. Et non, mais je veux dire pourquoi c'est la politique. L'effet grave dans lequel nous sommes en état d'urgence. Parce que l'essence même d'un parti politique, c'est d'exercer le pouvoir. Je suis désolé, ou alors on fait autre chose. La politique, ce n'est pas pour les pleurnicheurs, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Ce sont des gens qui veulent exercer le pouvoir. Mais ils veulent le faire coûte que coûte. Et c'est là qu'il y a effectivement un problème. Au mépris même de certains... Écoutez, soyons sérieux. Ceux qui avaient crié au scandale lorsque Kinshasa est allé signer les déclarations de Nairobi, il y a un problème d'éthique. Ce sont les mêmes qui s'étaient dans un premier temps opposés à toute discussion avec le M23. Ce sont aujourd'hui les mêmes qui ont voté l'amnistie, n'est-ce pas, en dépit du bon sens, et qui se précipitent pour signer ce code de bonne conduite, alors que la CENI et l'abbé Manu Malou n'avaient aucune qualité pour exiger la signature d'un tel document. Aucune qualité. Donc la CENI a outrepassé ses droits, c'est une première chose. La deuxième chose, l'opposition qui a signé, elle s'est fait piéger. Parce que maintenant que la signature est sur ces documents, même si l'élection n'a pas lieu en 2015 ou 2016 ou 2017, la CENI pourra toujours dire oui, mais l'opposition s'est engagée à se comporter comme il se doit. Je suis désolé, il y a un problème. Troisième point. Donc, troisième point, amnistie pour faits de guerre et infractions politiques. Pourquoi cette loi adoptée par le Parlement continue-t-elle à faire des vagues? Pour les raisons que je viens d'évoquer. Vous adoptez une loi sur l'amnistie pour faits de guerre et infractions politiques. Pendant que vous continuez à perturber, à harceler, à vous acharner contre des gens, des journalistes, des opposants, etc. Il faut un peu de cohérence là-dedans. Aujourd'hui, presque 6 mois après la fin des concertations nationales, on sait que la cohésion nationale, elle est inexistante. Tous les actes qui ont été posés par le pouvoir depuis la fin des concertations nationales vont à l'encontre de l'idée même que l'on se fait de la cohésion nationale. Est-ce que je peux vous dire autre chose? Je ne peux rien vous dire de plus. Le 30 décembre, on a eu plus de 120 morts à Kinshasa, Kalemi, Lubumbashi, Kindu. Toujours pas de commission d'enquête. En tout cas, nous n'avons aucune information sur le déroulement de cette enquête. Mais vous l'avez dit. Mamadou Ndala se fait assassiner. Mamadou Ndala se fait assassiner. Il n'y a plus de suite. Hein, certaines personnes montent au créneau pour dire mais faites la lumière sur cette affaire. Ça devient un crime. Où est la cohésion nationale? Je vous le demande. Moi, j'en veux plus à ceux qui, aujourd'hui, font l'autruche, c'est-à-dire, ils voient très bien ce qui se passe, mais ils font semblant de voir. Vous accueillez des gens qui viennent vous demander de l'argent pour faire des élections. Mais vous ne leur demandez pas, vous ne leur demandez pas de compte. Mais on veut bien vous aider, mais quand même, respectez les droits de l'homme.
Même ça, c'est vous dire que même si on n'a pas à pleurnicher par rapport à l'Occident, je pense qu'il est quand même de sa responsabilité, puisque c'est elle qui monte au créneau. La brigade d'intervention, c'est l'Occident. J'apprends que la société civile du Katanga demande qu'on déploie des casques bleus au Katanga. Attendez, on va où là? Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons pas d'armée. Vous n'avez pas mieux à faire, vous, au sommet de l'État? D'ailleurs, ouvrons une petite parenthèse, cette armée est venue au secours de l'armée rwandaise qui se faisait attaquer à Bangui. Oui. Voilà, la RDC fait partie de la MISCA, hein, l'ancienne force de maintien de la paix d'Afrique centrale. Ils sont dans un processus de sécurisation. Que voulez-vous que je vous dise? Maintenant qu'il y ait une entraide entre ces deux armées, écoutez, en temps de paix, il n'y a pas de problème, puisque vous avez une frontière commune, vous avez probablement des problèmes de sécurité commune. Maintenant, vous êtes appelés à agir ensemble dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Vous n'allez pas vous tirer dessus, vous allez plutôt vous soutenir. Ce seront les ambiguïtés et les contradictions assez singulières d'ailleurs que l'on peut observer dans les relations internationales. Donc, si je comprends bien, l'amnistie, enfin, il y a quand même une incompréhension dans cette histoire d'amnistie. Qui en bénéficiera et qui... Et pourquoi, c'est que j'aimerais quand même souligner, pourquoi l'Occident a été le moteur qui a poussé ce gouvernement de Joseph Kabila à voter cette loi et qui a même salué et qui était très contente qu'il y ait cette amnistie. Est-ce que les bras armés de l'Occident, c'est le M23 et qu'il fallait coûte que coûte les amnistier? Il fallait coûte que coûte offrir une porte de sortie honorable au M23. Honorable, mais pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le 24 février, l'accord cadre est signé à Addis Abeba, il est prévu de mettre sur pied, au niveau des Nations Unies, une force offensive. C'est la résolution 2098 qui va la concrétiser en mars 2013, le 28 mars exactement. C'est la brigade d'intervention. Cette même brigade d'intervention, qui a un format très spécifique, va jouer un rôle déterminant dans la défaite du M23. Mais comme l'ONU est critiquée depuis de longues années pour son inaction, l'ONU a besoin d'un papier qui certifie qu'à telle période de l'année, ils ont réussi à venir à bout d'une rébellion. Et ce papier-là, c'est la déclaration de reddition et ce sont les déclarations de Nairobi. Où, pour le coup, le pays qui a bénéficié du soutien de l'ONU, en l'occurrence le Congo, s'engage pour éviter une nouvelle escalade militaire à amnistier un groupe rebelle, en l'occurrence le M23. Sauf que dans toute cette séquence que je viens d'évoquer, on n'a jamais tenu compte de l'avis de la RDC. Quand le Rwanda refuse tout dialogue avec l'FDLR, on oblige aux Congolais, eux, d'aller s'agenouiller devant le M23. C'est une question de rapport de force tout simplement, et c'est aussi une question de capacité diplomatique, chose que malheureusement les Congolais n'ont pas pour pouvoir imposer leur point de vue. Il aurait fallu pour ça nouer de nouvelles alliances, mais malheureusement nos diplomates ne l'ont pas imaginé. Mais ce cocktail, jusqu'aujourd'hui qu'on parle là, a déjà eu lieu. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Ça se répète, effectivement. On a l'impression que la recette a ses limites, effectivement. Mais en même temps, on dirait que ça plaît à certains. Oui, parce que beaucoup privilégient le statu quo. C'est ça la raison. Beaucoup privilégient le statu quo. Et puis je peux vous dire aussi qu'au sein même du gouvernement, mais que la situation actuelle arrange tout le monde. On peut continuer à piller, violer, exploiter les richesses naturelles. Vous savez, le chaos est un mode de gestion. Il y a des gens qui s'organisent dans le désordre. Et je peux vous dire que ce désordre arrange beaucoup de monde, y compris au sein même du gouvernement congolais. Vous avez des gens qui tirent contre leur camp, qui jouent contre leur camp. Et ces gens-là, on les connaît. Et donc, ils peuvent faire diversion en harcelant des journalistes, des opposants, des activistes des droits de l'homme, mais on sait très bien que l'essentiel est ailleurs. Parce que l'affaire de M. Kamere, c'est vraiment une diversion, hein. On ne peut pas appeler ça autrement. Alors qu'on nous dit s'il y aurait des élections en 2016 ou pas. Comme ça, on le sait. Je veux dire, quand Malou Malou vous dit, écoutez, les locales en 2017, ouais, sauf que même pour les élections qui étaient prévues cette année, on n'a rien prévu dans le budget de l'État. Alors c'est bien de venir quémander ici de l'argent pour organiser les élections, mais si dans le même temps vous ne créez pas les conditions pour rendre la confiance dans la classe politique congolaise, vous allez au-devant de difficultés, bien sûr. Dernier point, quatrième point. Depuis la pseudo-défaite du M23,
et la fin des concertations nationales, ce sont des étrangers qui parlent du Congo à la place des Congolais. Oui. Mais où sont donc passés les opposants, la société civile, l'Église, la diaspora? Point d'interrogation. Pourquoi ce silence assourdissant et cette absence de réaction face à ce qui se prépare contre le peuple congolais? Mais aujourd'hui, qui parle du Congo? Marie Robinson, Russ Feingold, Monsieur Koen Vervaat, je crois que c'est son nom, le coordinateur de l'Union européenne dans les Grands Lacs. C'est un diplomate, j'espère ne pas me tromper de nom. Voilà les gens qui parlent. Voilà ceux qui parlent pour le Congo. En face de ça, eux passent leur journée à dire ce que Kinshasa doit faire. Il faut une réforme de l'armée, il faut amnistier, il faut sécuriser. Mais en face de ça, que fait le gouvernement? Le gouvernement fait acter. Parce que le gouvernement n'est pas en situation de pouvoir imposer ses vues. Même la fameuse traque des FDLR, vous en entendez encore parler, vous? Bon, les FDLR officiellement auraient déposé des armes, mais une semaine après, on apprend que les populations continuent à être martyrisées. Mais où est l'armée congolaise? Si le calcul de Kinshasa était d'attendre que la brigade d'intervention vienne à nouveau se mettre à ses côtés pour traquer et la LRA et les FDLR, ça c'est un mauvais calcul. Parce que je rappelle que dans le même temps, vous avez toute une série de groupes armés qui étaient en sommeil à cause de l'activisme du M23, qui viennent petit à petit occuper le créneau libéré par le M23. Même si, à titre personnel, je pense que le M23 s'est réorganisé de manière tout à fait différente. Mais la seule chose que j'ai vue dans cette opération qui a réussi pour le gouvernement, c'est qu'ils ont réussi à désarmer une partie des Mai Mai. Et ça me rappelle une opération où Ngoïmou-Lunda offrait $100 pour détruire les armes. Pour détruire les armes. Et au Katanga à l'époque, avant qu'il... Oui, effectivement, tout à fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, les patriotes congolais doivent être à tout prix dans l'agenda peut-être occidental désarmés. Ceux qui peuvent défendre encore cette population doivent être désarmés, mais on n'a pas un souci de désarmer les FDLR, comme vous avez dit, et tous les autres milices qui sont en train de sévir dans le Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ce que j'avance? L'impuissance de l'État congolais n'en est que sublimée à ce niveau-là. On reproche au Rwanda beaucoup de choses, à juste titre, mais s'il y a bien une chose que le Rwanda répète souvent à l'égard du Congo, c'est l'absence totale de gouvernance dans notre pays. Quand vous privilégiez, c'est de bonne guerre, on peut le comprendre, de rétablir, en tout cas au niveau économique, un certain nombre de critères pour pouvoir rendre le pays éligible à certaines aides internationales, vous ne pouvez pas dans le même temps abandonner le volet sécuritaire. Parce que dans ces conditions, vous ne créez pas les conditions favorables aux investissements et à un climat des affaires qui sont assez... Alors, effectivement, nous avons un problème. Nous n'avons pas d'armée. Et donc, la politique sécuritaire du pays est sous-traitée par des étrangers, par les Nations Unies, par les Occidentaux. Mais cela avec des conditions très particulières. Nous avons, nous, un cahier des charges à remplir. Malheureusement, nous, Congolais, nous ne sommes pas en mesure de remplir ce cahier des charges. La seule chose que nous sachions faire, et là, c'est le gouvernement congolais, c'est de crier victoire à tort et à raison, c'est construire des châteaux en Espagne, ou d'échafauder toute une série d'hypothèses sur une participation de la brigade d'intervention, alors que vous ne vous donnez pas les moyens de pouvoir bâtir une armée digne de ce nom. Et puis, il y a aussi, en interne, je l'ai dit, c'est une situation qui arrange beaucoup de gens. À partir de là, je crois qu'il faut envisager d'autres mécanismes pour pouvoir se faire entendre. Et ces mécanismes-là, on les connaît, on va les répéter une fois de plus, c'est de continuer à accentuer la pression, de faire pression, soutenir ceux qui se battent en interne, parce que ça aussi c'est très important. Et puis au niveau de la diaspora, c'est évidemment utiliser les canaux habituels pour sensibiliser les opinions publiques. Mais en même temps, vous ne pensez pas que la diaspora en a déjà assez fait? Non, parce que on n'en fait jamais assez. C'est un combat de tous les jours mais j'ai l'impression qui s'inscrit dans la durée. J'ai l'impression que l'opposition à Kinshasa attend plus... Mais de quelle opposition vous parlez? Enfin, cette opposition à la mangeoire Non, celle-là, il ne faut rien en attendre, on la connaît. Moi, je crois qu'il faut plutôt continuer à soutenir ceux qui, aujourd'hui, effectivement, essayent de résister. Ils sont minoritaires par rapport à la majorité. Ceux qui essayent de se battre au quotidien pour faire avancer les choses. L'UDPS, l'UNC et d'autres encore. Et nous soucier aussi de ceux qui, dans l'ombre, se battent, mais dont on ne connaît pas, soit les noms, ou dont on a peut-être perdu de vue le combat. Il faudrait aussi
à contrario que les Occidentaux ouvrent un peu les yeux. C'est bien de parler à la place des Congolais, mais ce n'est pas pour maintenir les Congolais dans un état de dépendance, parce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est infantilisé par la communauté internationale. On nous demande, on nous dit de dire ce qu'il faut faire. C'est pas normal. Il faut faire le processus DDR. Mais ça, on sait qu'on doit le faire. Pourquoi vous nous le dites? Encore faut-il qu'à Kinshasa, on prenne conscience de la nécessité de le faire. Nous sommes dépendants. Et n'oubliez pas, principe cardinal, la main de celui qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et par rapport à ça, revenons un peu sur le MLC. Oui. On nous dit souvent qu'ils sont en déconfiture par manque de chef, mais nous avons quand même plusieurs articles qui nous disent que M. Jean-Pierre Bemba, à partir de sa cellule, mène le jeu politique et mène son parti. Donc tout ce qui se passe au Congo est géré directement par lui à partir de sa cellule en tout cas. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire? Donc, est-ce qu'il fait fausse route ou il est dans un désespoir? Moi, je ne juge pas la stratégie de Jean-Pierre Bemba. S'il pense qu'il a un bon coup à jouer en intégrant la majorité, il avait déjà, à mon avis, amorcé le virage lorsque le MLC est allé participer aux concertations nationales, mais ça n'a pas empêché ensuite ces mêmes alliés-là, nouveaux alliés de la majorité, de livrer en pâture Fidel Babala, etc. Il se retrouve avec lui. Exactement, donc il faut savoir ce que l'on veut. Si le calcul de Jean-Pierre Bemba était de se dire que les concertations seraient une occasion pour Kinshasa, je parle du gouvernement, de faire pression pour que, bon, je crois que le calcul est mal engagé à ce niveau-là. Voilà, donc je ne parlerai pas à la place du MLC, mais sa participation aux concertations nationales marque quand même un virage à 180 degrés. Et puis quand on a assassiné l'ancien député au Bas-Congo, comment dirais-je, le groupe parlementaire du MLC a suspendu, non, après, Boteti c'était il y a quelques années, mais plus récemment, c'était, je crois, la veille ou l'avant-veille de l'arrestation de Fidel Babala. Oui. J'ai oublié le nom de ce monsieur, c'est un ancien député au Bas-Congo, c'était le président provincial du MLC au Bas-Congo, président du groupe, enfin, président du MLC, donc Fédération Bas-Congo. Le groupe parlementaire au Parlement a suspendu sa participation, et 24 heures plus tard, le MLC est rentré dans l'hémicycle. Je ne comprends pas. Si vous voulez effectivement suspendre, vous le faites pour manifester votre mécontentement, mais vous n'allez pas le lendemain. Voilà, mais ça c'est leur responsabilité, voilà, c'est leur problème. Eh bien, suite au prochain numéro, pour aujourd'hui on en reste là. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, Jeanne.